Quoi de mieux que de parler du projet Renfy avec un investisseur qui aujourd'hui est devenu community lead sur le groupe Telegram officiel. Il a écrit des articles en français et en anglais sur Medium concernant la plateforme. Beaucoup parlent du rendement et à travers l'article, nous avons un récapitulatif des 3 premiers mois et je laisse Crypto Clasher en parler. N'oubliez pas de le suivre sur Medium et de lui donner de la force. Bonjour à toute la communauté, bonjour à Un peu moins pauvre, merci encore de m'inviter sur ta chaîne. On va discuter aujourd'hui des rendements de RenFi. Alors RenFi, c'est un fonds d'investissement basé sur la blockchain qui distribue des loyers tous les 5 du mois. RenFi a lancé son projet en février 2025 et l'a rendu public avec son token qui s'appelle le Rent, et c'est à travers ce Rent que nous pouvons être exposés à des rendements mensuels. Ici, nous avons déjà un résumé des 3 premiers mois de rendement. Donc, tous ces chiffres ont été récupérés directement depuis les chiffres officiels sur le site de RentFi dans ces rapports. Comme vous pouvez le voir, nous avons les rapports de mars, d'avril et de mai. Nous avons les revenus locatifs bruts. Alors en mars, c'est 6 454 dollars, en avril, 5 478 dollars et en mai, 5 049 dollars. Et nous avons ensuite les revenus nets distribuables. Alors pour le revenu net distribuable, on applique des frais à hauteur de 30%. Donc on applique moins 30% sur les revenus locatifs bruts pour avoir ce revenu net distribuable. Vous verrez les chiffres un peu plus tard. Pour mars, c'est 4 518 dollars, avril 3 834 dollars et mai 3 534 dollars. La distribution, comment elle se passe? Le 5 du mois, Renfi achète des tokens avec le revenu net distribuable. La quantité de tokens Rent qu'ils sont capables d'acheter va dépendre de la valeur du token Rent, comme nous pouvons le voir ici. En mars, par exemple, avec 4 518 dollars, comme la valeur du token Rent était assez élevée à cette époque-là, c'était les débuts du projet, ils ont pu acheter uniquement 97 238 tokens. Et ils ont appliqué leur fameux mécanisme du 50-50. Qu'est-ce que le mécanisme 50-50 de RentFi? C'est un mécanisme qui permet de distribuer 50% des tokens achetés auprès des token holders qui sont éligibles à la distribution et les 50 autres tokens que vous pouvez voir ici. Donc on a vraiment une égalité entre les deux valeurs. Les 50% autres tokens, eux, sont brûlés, ils sont détruits et ça va permettre justement de créer un effet déflationniste en termes de tokens, donc c'est-à-dire une diminution de la supply totale du token, et donc provoquer une inflation artificielle, c'est-à-dire une augmentation du prix du token au moment de la distribution. Lorsque l'on regarde avril, nous avons un revenu net distribuable de 3 834 dollars et par rapport à la valeur du token à ce moment-là, qui est largement, on peut même dire, je dirais, deux fois moins inférieur à celui de mars, Renfi a pu acheter 151 739 tokens, ce qui est quand même assez conséquent pour un début de projet en termes de rachat de tokens. Et donc la distribution a été beaucoup plus bénéfique auprès des token holders à ce moment-là. Et puis mai, nous avons une diminution encore une fois du revenu net distribuable, une augmentation de la valeur du token par rapport à avril, mais nous avons malgré tout un nombre de tokens rent achetés supérieur à ceux de mars, malgré euh, des revenus nets qui sont largement inférieurs. On a perdu quand même 1000 dollars dans le processus. Alors justement, ici, nous avons un petit résumé. Donc ça, c'est mon article. Vous pouvez aller le consulter en cliquant dans le lien dans la description. Merci encore à UPMP euh, de m'inviter ici. Nous avons du coup une baisse progressive des revenus et surtout, on constate quelque chose d'important, c'est l'impact du prix du token rent lors de la distribution. Donc c'est ce que je vous avais expliqué, notamment lorsqu'on compare avec mars et avril, où mars, nous avons un prix du token largement supérieur à celui de avril. Avril, qui lui avait des revenus nets distribuables inférieurs quand même à ceux de mars, nous avons quand même pu avoir une meilleure distribution à ce moment-là. Toi, UPMP, qui est aussi investisseur auprès de Renfi, qu'en penses-tu pour le moment de ces premiers résultats de ce résumé global? Alors déjà, moi, je suis assez content de la plateforme, étant investisseur depuis jour 1, donc je suis rentré sur vraiment la première bougie, j'ai suivi le projet depuis le début. Faut quand même prendre en compte que bah, là, ça fait 3 loyers qui ont été versés, donc projet jeune, mais qui verse quand même ses loyers.
On a la transparence sur les biens immobiliers dans le sens où on sait combien sont générés d'argent par bien immobilier. On a la transparence sur les adresses, donc les adresses qui permettent de brûler les tokens rent. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaît. Après, quand on regarde un petit peu plus en détail justement par rapport au tableau que tu as mis à l'écran, moi, la chose que j'aime bien, effectivement, c'était le mois d'avril où j'ai perçu pas mal de tokens, ce qui fait que du coup, étant donné en plus que je ne vends aucun token et je continue d'accumuler sur le projet, ce qui d'ailleurs, je pense, était une très bonne idée de ma part, ça me permet d'avoir un portefeuille qui grossit en permanence et d'être éligible à plus de loyers mois après mois. Chose qu'on pourrait dire sur le projet, effectivement, c'est que la chose importante, c'est surtout, comme tu l'as montré, la quantité de tokens brûlés, donc 50%, c'est qu'on est parti sur une supply à la base de 100 millions de tokens, et aujourd'hui on est déjà à 99,8 millions. On a 200 000 tokens en gros qui ont été burnés depuis le début, ce qui en soi sur 3 mois est peut-être pas énorme, mais moi je trouve quand même que ça va assez vite par rapport au nombre de portefeuilles éligibles. Donc pour moi, voilà, le projet me plaît toujours autant. D'ailleurs, je lis aussi tes articles pour comprendre de mieux en mieux le projet, puisque tu t'exprimes vraiment bien à travers les articles. Ça me permet d'éviter de lire forcément ce que Randfy propose sur leur site, qui est peut-être un petit peu moins complet que ce que toi tu fais en remettant un petit peu tout en valeur avec plus de données. Mais voilà, moi je peux que être content du projet et j'ai hâte d'attendre justement là le prochain loyer, le De loyer de juin. mai sur le mois de juin, qui Mm. devrait être plutôt pas mal. Effectivement, mais je pense qu'il faut aussi remettre du coup en, en avant le nombre de token holders pour mieux comprendre la distribution. Et justement, j'ai les chiffres qui sont juste ici. Donc là, nous avons l'éligibilité des portefeuilles, un résumé pour mars, avril, mai de nombre de portefeuilles qui ont été éligibles et aussi le nombre de tokens rent, le total, qui ont été éligibles. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de connaître cela? Le nombre total de tokens rent qui sont éligibles va faire varier la quantité de tokens rent que vous allez recevoir lors de la distribution. Vous avez justement ici la formule de répartition. Donc, imaginons que vous avez pris 1000 tokens, vous faites 1000 tokens divisé par le nombre de total éligible du rent fois la quantité de tokens rent qui a été distribuée et ça vous donne un chiffre. Nous avons d'abord regardé Mars parce que Mars correspond au début du projet lorsque Renfi est devenu public. Il y a eu 106 portefeuilles éligibles à ce moment-là, ce qui est vraiment pas mal, je trouve, pour un début de projet. T'en penses quoi, toi, PNP? Ah moi je pense que pour un lancement de projet, sur le premier mois arriver déjà à 106 portefeuilles éligibles, franchement je trouve que c'est déjà pas mal. Peut-être que certains diront oui c'est pas assez. Moi je trouve perso que c'est cool. En plus j'en fais partie et je fais partie des premiers token holders et je suis toujours sur le projet et comme je le rappelle je n'ai toujours rien vendu. Ce qui en soi me plaît pas mal. Et d'ailleurs je vois même sur ton tableau après avril on est passé à 172. Ça a fait encore une grosse évolution. Bon après sur le mois de mai 184 donc 172 184 ça fait peut-être pas énorme. Moi, je pense que sur le mois de juin, on va rester surpris, parce que, à mon avis, on devrait être encore beaucoup plus de portefeuilles éligibles. Ce qu'il faut savoir que, du coup, devrait potentiellement descendre l'allocation de loyer que les personnes devraient toucher. Effectivement, lorsque nous comparons mars et avril, nous avons quand même eu une augmentation de 62% de token holders éligibles. Et lorsqu'on regarde entre avril et mai, il y a eu cette fois-ci qu'une augmentation de 7%, ce qui fait un peu pâle figure finalement lorsqu'on fait la comparaison entre mars et avril. Mais moi, je trouve vraiment intéressante cette première dynamique entre mars et avril parce qu'on a une augmentation des token holders, on a une augmentation des tokens qui ont pu être rachetés malgré une diminution des revenus à ce moment-là. Franchement, je trouve que ça a été quand même un plutôt bon mois, tu vois, mars-avril. Ça a été pas mal pour Enfi en termes d'acquisition de holders et de rachat de tokens pour faire diminuer la supply. Je suis d'accord, parce que après, il y a aussi quand même quelque chose à prendre en compte, c'est que là, on voit nous par rapport au projet, mais après, il y a le cours aussi de la crypto-monnaie, il y a potentiellement les mois des personnes, peut-être que des personnes ont pu réinvestir, d'autres pas, d'autres ont préféré réinvestir peut-être sur du Bitcoin ou sur d'autres plateformes. Donc c'est quand même pas mal de choses à prendre en compte. Et si je ne dis pas de bêtises, là où on voit entre avril et mai, où comme tu l'as dit, il y a eu que 7% d'augmentation donc de base de token holder éligibles au loyer, si je ne dis pas de bêtises, c'est le moment où le Bitcoin était bien descendu. Donc potentiellement, les gens ont peut-être préféré investir dans un projet qu'ils connaissent, du moins qui est connu et qui normalement devrait performer aussi tout aussi bien, voire peut-être même mieux. Et à ce moment-là, ça fait moins de personnes qui rentrent directement sur RunFi. Potentiellement, avec le prix du Bitcoin actuel qui est assez haut, des personnes vont peut-être vouloir prendre des profits. Et moi, je suis quasi sûr qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont rentrer sur le projet avec les profits qu'ils auront fait donc soit sur le Bitcoin, soit d'autres crypto-monnaies. Ouais, mais tu vois, là maintenant, en re-regardant les chiffres, j'aimerais même pousser un peu plus l'analyse, ce que je n'ai pas fait forcément dans cet article-là, c'est on a le nombre de portefeuilles éligibles, donc ça, c'est OK, mais on doit aussi prendre en considération le nombre total de tokens éligibles, parce que regarde,
Nous avons ici, par exemple, en mai, 184 portefeuilles éligibles. On se dit, ah oui, c'est quand même pas mal. La distribution est extrêmement euh, éparse. Voilà, on perd de la valeur. Pas forcément. Quand on compare avec Mars, nous avons certes pris à quasiment 80 points de portefeuille éligible, mais, il n'y a que 600 000 tokens qui ont été rachetés depuis. Quand on regarde, à peu près 700, 600, 600 000, 670 000 tokens. D'accord? Cela montre qu'il y a de plus en plus de token holders, mais des petits portefeuilles de façon générale, parce que les 106 premiers token holders, je trouve, restent la base solide de Renfi. Qu'en penses-tu, toi, de cette dynamique de justement, nous avons plus de token holders, mais ce sont surtout des petits portefeuilles qui rentrent, comparés aux gros qui, eux, ont l'air en tout cas d'être déjà installés et qui font que grossir. Alors moi je pense, mais bien sûr ça c'est que mon avis personnel, que des personnes ont fait comme moi. Moi je suis rentré avec un gros bac dès le début pour faire l'essai et je pouvais me permettre, si la plateforme était un scam ou s'il y avait un souci, de perdre cet argent. Ce qu'il faut toujours prendre en compte avant d'investir. Et pour moi les personnes qui rentrent justement sur le projet actuellement avec un petit bac, donc un montant, on est plus sur on va dire du 1000 rent approximatif pour être sûr d'être éligible au loyer sur le mois d'après, c'est peut-être pour faire un essai, voir, prendre la température, se dire voilà, aujourd'hui je mets peut-être, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours des 32, 34 dollars pour être éligible au loyer du mois d'après. Bon, ça fait pas une grosse somme à investir, ça permet en même temps de prendre la température, de voir si le premier loyer est bien versé, de voir comment ça se déroule vis-à-vis de son portefeuille. Une fois que le premier loyer, on s'aperçoit qu'il est bien versé sur notre portefeuille, peut-être qu'on va vouloir rentrer un petit peu plus, faire un DCA, je ne sais pas, mais pour moi, c'est que positif. Moi, je trouve aussi que c'est très positif et surtout, ça permet aussi aux gros de continuer à capter pas mal de distribution. Maintenant, ce que je vous propose, c'est justement de s'intéresser cette fois-ci au rendement par mois et par bien immobilier. Parce que j'ai également fait un article sur le portfolio de Renfi qui comporte aujourd'hui quatre biens. Nous avons deux biens qui se trouvent à Medellín en Colombie, un bien qui se trouve à Bali en Indonésie et un dernier bien qui se trouve à Vancouver au Canada. Si on regarde les performances de mars notamment, nous avons ici le revenu locatif brut total que nous avons pu voir avant, les totals des frais. Donc là, vous avez les frais dont je vous parlais, les fameux 30% qu'on déduit du brut pour avoir le net distribuable juste ici. Et là, vous avez le tarif moyen par nuit. Donc nous avons Medellín et Medellín 2 qui font partie pour le moment des propriétés qui ont le tarif le moins élevé par nuit. Nous avons Bali à 75 dollars et Vancouver qui, lui, est la propriété, on va dire, premium. C'est celle qui a une capacité de rendement, celle qui a la capacité de rendement la plus élevée aujourd'hui. Cependant, lorsqu'on regarde le taux d'occupation, nous avons ici Medellín 1 et Medellín 2 qui ont un taux d'occupation qui, moi, je trouve est franchement plus que correct, hein, 76%, 80%, qui permet d'avoir un revenu brut de 1254 dollars et 1392 dollars. Donc, en termes de saisonnalité, en termes d'occupation, on a quelque chose quand même qui est rentable. Bali, pareil, 82%, 1845 dollars. Moi, je trouve ça excellent comme rendement. Euh, ça fait largement le café. Et Vancouver, alors, c'est ça qui est intéressant avec Vancouver. On est en dessous quand même des 50% du taux d'occupation, c'est-à-dire qu'il y a moins de 15 jours d'occupés sur la totalité du mois de février. Alors, on me dira, ce n'est pas la saison, ou alors peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de clients à ce moment-là. C'est une tout ça, ce sont des hypothèses, effectivement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec seulement 50%, avec seulement 47% d'occupation, on a quand même réussi à engranger 1963 dollars, ce qui est vraiment pas mal. Toi, t'en penses quoi déjà pour ce tout premier mois de rendement qu'on a pu observer en mars, justement? Alors, moi, ça me plaît. Après, je pourrais pas dire que ça me parle, étant donné que je ne suis pas dans l'immobilier, encore moins du côté de Medellín, Bali ou même du côté de Vancouver. Par contre, effectivement, si je fais une analyse un petit peu des biens, de ce qu'on peut voir, c'est que Medellín et Bali, ça a l'air d'être plutôt correct. Quand on fait du 80% de taux de rendement, voilà, un petit 20%, sachant qu'on est sur du locatif Airbnb, type vacances, type, voilà, où ça va pas être du long terme. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et d'arriver dans ces eaux-là, c'est plutôt pas mal. Après, effectivement, côté Vancouver, je ne sais pas, comme tu dis, peut-être que c'est pas la saison, peut-être qu'il y a d'autres choses à prendre en compte, et ce qui fait que le rendement est un petit peu plus bas. À voir ce que ça va donner sur les prochains mois. Exactement, bah justement, on va passer sur les prochains mois. Avril. Medellín 1, Medellín 2. Alors, on a une diminution du taux d'occupation. Nous restons bien sûr sur les mêmes tarifs moyens par nuit. Le taux d'occupation reste correct. D'accord? Nous ne sommes pas encore dans des taux critiques. Ça reste rentable quand même. On n'est pas descendu en dessous de la barre des 1000 dollars. C'est déjà ça. Bali.
pour le moment, reste le plus stable. Moi, je trouve que Bali reste assez stable. On passe de 82% à 75%. Donc, en soi, c'est une petite perte de même pas 7%. Comparé à Medellin 1 et Medellin 2, qui, les deux biens, ont perdu 10 points quand même. 10 points, pour moi, ça fait quand même, c'est assez gros. Puis Vancouver, qui est un peu la dernière, hein, derrière, on passe de 47% à 36%, pareil, 10 points. Ça fait mal. On a une baisse un peu globale du taux d'occupation de façon générale, et donc forcément une diminution du revenu brut. Et surtout, ce qui est amusant, c'est qu'on voit que Bali devient, en avril en tout cas, le bien qui a permis de rapporter le plus d'argent ce mois-ci. Alors je sais pas si ça va continuer pour Bali, parce que chose que je sais et que je suis sûr, c'est que actuellement, donc au moment où on tourne la vidéo, c'est plus vraiment la saison pour les périodes touristiques du côté de Bali. Côté Medellín, si j'ai bien compris, c'est un petit peu la ville, on pourrait appeler ça le printemps éternel, donc normalement ça ne devrait pas trop fluctuer. Et Vancouver, par contre, bah, effectivement, je suis pas assez renseigné sur le sujet. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je me renseigne un peu plus pour comprendre bah, pourquoi justement ça diminue. Et justement, donc ici, nous avons un rapide résumé. Et là, on va passer à mai. Et mai, là, c'est là qui est... Moi, j'adore le mois de mai parce que vraiment, ça, c'est assez parlant. On voit tout de suite les gros chiffres. On a une baisse déjà générale des revenus, ça, oui, c'est indéniable. Bali a excellé. Alors, là, vous allez me dire, mais attends, Crypto Clasher, on est passé de 75 dollars à 72 dollars. Alors, effectivement, Renfi a adopté pour Bali, pour attirer plus de clients, a adopté une stratégie dynamique de la variation du prix du tarif moyen par nuit. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte de diminuer les prix pour attirer plus de touristes, donc plus de locataires, ce qui a permis quand même d'avoir un taux d'occupation de 90%. On n'est pas loin des 2000 dollars de rendement, ce qui pour moi, je trouve, est excellent. 2000 dollars de rendement, enfin 1989 du coup en l'occurrence. Moi, je trouve ça très très propre. Medellin 1 et Medellin 2, comme je l'ai dit avant, ils se conservent. Ils restent au-dessus des 60%, ils restent rentables, on reste au-dessus de la barre des 1000 dollars. Donc de ce côté-là, Medellin 1 et Medellin 2, je les trouve assez stables. Tu vois, malgré une baisse, c'est une baisse qui finalement reste assez stable et on a quand même une certaine sécurité de rendement. Par contre, Vancouver la dernière, Vancouver le premium, Vancouver 140 dollars la nuit, qui nous fait que du 21%. C'est dommage. On est en dessous de la barre des 1000 dollars, 868 dollars. Vancouver qui a du mal à attirer les clients, hein. Est-ce que ça vient du côté de Vancouver? Est-ce que c'est parce que le logement est peut-être trop cher? Ça aussi, ça prend en compte. Et après, comme on disait, est-ce que c'est la saison touristique pour les personnes? Est-ce que ça vaut vraiment le coup en ce moment d'aller à Vancouver? Est-ce que les gens préfèrent peut-être pas aller bah, du côté de Bali, comme on voit, avec un taux d'occupation de 90%? Après, il y a quand même quelque chose, moi, qui me perturbe sur ce rendement-là, c'est on voit que Bali, donc le tarif de la nuit, a légèrement diminué. Est-ce que c'est ça qui représente forcément les 90% derrière? Parce que moi, personnellement, si je dois partir en vacances, un logement à 3-4 dollars de moins, c'est pas ce qui va me choquer. Ce serait plus des 10-20 dollars par nuit qui commenceraient potentiellement à m'attirer. Donc je sais pas trop ce que ça donne justement du côté de Bali, j'arrive pas trop à comprendre. Et non, effectivement, Bali, 90% de taux d'occupation, je ne pense pas que ça a un lien direct aussi avec le prix du tarif par nuit, parce que quand on regarde, si tu gagnes que 3 dollars par nuit et que, imaginons que tu le loues pendant 10 jours, bon, sur la totalité, tu gagnes que 30 dollars. J'ai envie de dire, ça paye peut-être un petit resto, mais c'est tout. Donc je ne pense pas que ça... Je pense que ça a permis d'être un peu plus intéressant sans pour autant avoir réellement été extrêmement impactant, je dirais, dans le flux touristique. Donc ça, c'était les résultats de mai. Alors, nous sommes aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, le 26 mai 2025 et la prochaine distribution est prévue pour le 5 juin 2025, sachant que ce sont les gains qui ont été effectués au mois de mai. UPMP, petite question. Est-ce que tu penses que Vancouver va encore diminuer? Personnellement, je pense que soit on sera autour des 15% pour Vancouver, parce qu'on est hors saison. J'ai l'impression que le Canada est beaucoup plus apprécié pour son hiver que pour son printemps-été. Bali, bah Bali, si on a réussi à faire du 90% donc en avril, je pense qu'en mai, on risque aussi de tourner autour des entre 80 et 90% également. Je pense qu'on n'aura pas une forte perte. Concernant Medellin, je pense qu'on va se maintenir au-dessus des 60%. Peut-être qu'on pourra toucher les 65-70, notamment pour Medellin 1, à voir.
Toi, ce serait quoi tes prédictions, hein? Sans sortir la boule d'Irma, bien sûr, mais ce serait quoi tes prédictions? Alors si on commence directement par Medellin, moi je vois bien Medellin remonter un petit peu parce qu'on arrive sur des bonnes périodes et vu que Medellin est considéré, comme je le disais tout à l'heure, comme le printemps éternel, là on arrive de plus en plus en zone touristique dans le sens où de plus en plus de personnes vont commencer à avoir des vacances, les beaux jours arrivent, que ce soit même en Europe ou ailleurs. Donc pour moi on devrait monter un petit peu, on devrait repasser vers les 70-80% de taux d'occupation, du moins je l'espère, ce qui donnerait aussi un loyer plus élevé. Du côté de Bali, par contre, je vois bien redescendre un petit peu. 90%, c'est déjà vraiment pas mal. Pour moi, voilà, on devrait plus arriver aux alentours entre 70 et 80, un petit peu pareil que du côté de Medellin. Et Vancouver, j'espère qu'on va arriver à remonter au-dessus au moins de 50%, parce que sinon, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a quand même un bien immobilier à prendre en compte, dans le sens où bah, il y a forcément des frais, que ce soit sur l'entretien ou des choses comme ça. Et ce bâtiment rapporte de moins en moins, donc ce qui serait un petit peu dommage. Comme tu le disais, après, c'est peut-être tout simplement pas du tout la saison du côté de Vancouver pour louer des biens. Voilà, c'est quelque chose à voir, à surveiller. En fonction du prochain loyer, bah, ça va permettre de voir ce qu'il en est. Il y a aussi quand même un truc d'important, c'est qu'actuellement, il n'y a que 4 biens qui sont représentés dans ce fonds d'investissement qui est Renfai. Et potentiellement, de rajouter des biens ferait que ça permettrait de diversifier pour les personnes justement qui veulent avoir des loyers et qui s'intéressent tout simplement au projet. Bah, justement, on voit très très bien pour le moment l'effet de la diversification. Par exemple, imaginons que Renfy avait mis toutes ses billes à Vancouver au Canada. Bon, ça ferait pas le figure. Alors que là, Ce le sera fait la merde. d'avoir un peu... Ah, ce serait vraiment la merde. Alors que là, Bali, Medellin 1, Medellin 2, voilà, ça permet vraiment de remonter tout ça. Moi, je trouve que Bali récupère plutôt bien Vancouver. C'est un peu le grand frère, Bali, aujourd'hui. Ça changera sûrement en hiver, hein, qui sait, il faudra bien regarder. Mais effectivement, je pense que Renfy, maintenant, doit passer la vitesse supérieure. Ça va faire 3 mois, voire maintenant 4 mois avec juin qui arrive. Je pense qu'il est temps pour Renfy maintenant de commencer à diversifier son portefeuille pour engranger encore plus de rendement. Parce que le fait de voir une plateforme, de voir une entreprise qui acquiert de plus en plus de biens, ça rassure aussi les investisseurs parce que ça montre qu'il y a une croissance, qu'il y a une évolution au sein de l'entreprise. À ton avis, est-ce qu'il serait possible pour Renfy d'acquérir des biens? Parce que, bon, acquérir un bien, c'est quand même un coût, ça représente beaucoup d'administratifs, de gestion, etc. Est-ce que tu penses que Renfy pourrait investir à travers d'autres plateformes d'investissement immobilier, notamment tokenisées? Euh, T'en penses quoi, toi? Alors effectivement, il faut savoir que acheter l'immobilier a un coût, sachant que l'immobilier qui serait acheté serait pris sur l'argent des tokens. Quand on regarde la liquidité actuelle, on est aux alentours entre 50 et 70 000 dollars de liquidité. Si demain il devait se servir de la liquidité pour acheter un bien immobilier, déjà d'une, ça ferait pas un gros bien immobilier, et en plus le prix du token, bah, il s'éclaterait au sol, ce qui fait que ça donnerait bah, plus de peur que de confiance pour les investisseurs. Par contre, effectivement, comme tu parles d'immobilier tokenisé, acheter des fractions de biens immobiliers, c'est-à-dire, je sais pas, moi, 500, 1000, 1500 dollars tous les mois directement en biens immobiliers, bah ça, c'est faisable, ça fait moins descendre le prix du token et ça donne une confiance bah, justement aux utilisateurs et potentiellement, ça peut ramener d'autres utilisateurs. Je suis sur plusieurs plateformes immobilières, je ne citerai pas le nom dans cette vidéo, mais potentiellement, ils pourraient acheter justement de l'immobilier sur certaines de ces plateformes qui sont bien connues et du coup, bah, augmenter un petit peu leur crédibilité car bah, ils seraient reconnus sur d'autres plateformes. Et potentiellement, les acheteurs qui sont déjà sur ces plateformes immobilières pourraient se tenter sur Renfy directement pour participer bah, à un fonds qui serait plus intéressant que quelques propriétés que ces personnes pourraient acheter. Exactement, ça permettrait vraiment de montrer la force de Renfy, de montrer sa diversité, de montrer sa capacité financière et donc d'attirer des investisseurs qui, certes, n'auraient pas, par exemple, suffisamment d'argent pour pouvoir, je vais dire une bêtise, mettre 50 dollars ou 100 dollars ou même 200 dollars pour rentrer sur un bien immobilier, mais de mettre simplement 20 dollars, 30 dollars, parfois 15, tu sais, dans un fonds d'investissement qui, de toute façon, pourra s'ils obtiennent bien sûr un minimum de 1000 tokens rent, alors à voir si RenFi va changer sa politique dans le futur ou pas, ça c'est aussi quelque chose qu'il faudra suivre, mais pour le moment il faut détenir 1000 tokens rent sur 15 jours avant la distribution, donc imaginons si le 5 du mois c'est la distribution, et ben, il faut qu'au grand maximum le 20 du mois précédent, vous ayez 1000 tokens pour pouvoir être éligible. Bon, ça a été dit. Euh, il faut voir en fait Alors, jusqu'où je te Rennes. coupe Ouais, sur ce que tu es en train de dire, parce que là, tu parles de l'éligibilité des tokens, mais il faut savoir que si on a oui, déjà un portefeuille avec des tokens dans le portefeuille, ce qui est mon cas et ce qui est du coup ton cas, on a oui. peut-être jusqu'au 3, 4 du mois pour racheter des tokens si on veut, et on est toujours éligible aussi.
Ça, c'est bien vrai. Et d'ailleurs, bah, tu me fais penser aussi à un dernier détail concernant la distribution en elle-même, parce que beaucoup de gens pourraient être surpris que, bah, tiens, c'est bizarre, le 5 du mois, je n'ai pas reçu mon loyer. C'est normal, la distribution se fait le 5 selon le fuseau horaire de Renfy. Donc, c'est-à-dire que pour nous, Européens, notamment Français, euh, la distribution se déroulera le 6 du mois au matin. Moi, j'ai déjà suivi la distribution de Renfy. Souvent, elle arrivait aux alentours des 6 heures ou 8 heures du matin, le 6 du mois. Donc, c'est juste pour vous rassurer que la distribution s'effectue bien. Cependant, quand ils disent le 5 du mois, c'est le 5 du mois selon leur fuseau horaire à eux. Exactement. Moi, je compare un petit peu RenFi justement à un ETF. Pour les personnes qui investissent en bourse, bon, on a le choix entre investir dans une action ou investir dans un ETF. L'ETF, lui, représente un panier avec plusieurs actions. Personnellement, si aujourd'hui je devais investir sur une propriété à Medellin, bah voilà, peut-être que ce serait un peu plus compliqué. Là, à travers le projet RenFi, donc qui est le token Rent, ça me permet d'investir directement dans un panier avec plusieurs biens immobiliers aujourd'hui, donc je le rappelle au nombre de 4, et qui potentiellement pourraient grimper dans le temps. Ce qui fait que voilà, l'ETF prendrait toute sa place ici. C'est pour ça que j'appelle RunFi le projet donc qui ressemble à un fonds d'investissement immobilier. On peut même rajouter qu'il y a un double bénéfice à Renfy. Nous avons déjà le bénéfice de la distribution lorsque nous sommes éligibles. Donc ça fait partie des dividendes finalement si on devait se référer à la bourse. Nous avons également une énorme capacité de capitalisation dans le sens où le prix du token varie. Donc c'est-à-dire que lorsque le token rent diminue, c'est le moment d'acheter. Et lorsqu'il réaugmente, on fait des plus-values. Donc, on gagne sur les deux tableaux avec RedFi, avec une stratégie, bien sûr, qui va en adéquation avec ce que l'on souhaite pour la plateforme. Exactement, il faut quand même prendre en compte le fait que tout argent qu'on investit, c'est de l'argent que nous n'avons pas besoin et de l'argent que nous sommes prêts à perdre quand même. Je Alors, pense que nous avons fait le tour à travers cet article de Crypto Clasher sur justement le projet RunFi et du coup à travers cette vidéo. S'il y a des personnes d'entre vous qui sont intéressées, n'oubliez pas, vous pouvez aller jeter un coup d'œil directement sur l'article via Medium. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Et les personnes qui veulent en savoir encore plus sur le projet RunFi, vous avez aussi le lien runfi.io que je vous mettrai en description. Aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes 351 holders du token. Voilà, si vous voulez rentrer sur le projet, il est peut-être encore temps, car nous ne sommes pas nombreux. Les loyers sont encore bien distribués, avec des rentes plutôt énormes. Et bah, je tenais encore une fois à remercier CryptoClasher d'être venu sur la chaîne pour nous parler directement du projet RunFi. eh bien, je te remercie encore et n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre aussi le canal Telegram de Un peu moins pauvre. C'est très sympa, franchement, moi je m'y sens comme à la maison. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à venir à nous rejoindre. On pourra même discuter des plateformes présentées par la chaîne. Merci à toi CryptoClasher, et n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.